Bonjour et merci d'être toujours si nombreux à suivre votre programme électoral Objectif 2023. J'aurai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le professeur Michel Bongongo, ancien ministre de la fonction publique et président national de ABC-RDC, entendez Action pour le bien-être des communautés de la République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, professeur Michel Bongongo, plusieurs fois ministre, actuellement, où peut-on vous situer dans la dynamique de la politique congolaise? Eh bien, je soutiens le chef de l'État. Je le soutiens pourquoi? Puisque la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, corrobore avec la vision de notre parti, c'est-à-dire poser des actions pour le bien-être des communautés de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et ce soutien, c'est un soutien bien mesuré et qui est très ouvert. Mais où est passée donc votre opposition républicaine avec Léon Kengo Adondo sous Joseph Kabila? Le président Léon Kengo Adondo, quand il a pris sa retraite, c'est mon vieux, c'est mon aîné. J'ai eu 11 ans à travailler avec lui. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Cela m'a aidé à m'aguerrir et je lui dois beaucoup. Et comme il avait décidé de prendre sa retraite, j'ai décidé de me dédouaner de lui. Et ce sont des jeunes gens qui sont venus vers moi pour que nous puissions créer ce parti politique ABC-RDC. Vous vous êtes dédouané de lui parce que vous avez eu finalement une autre vision que celle que vous soutenez avant? Non, ce n'est pas que... Vous savez, quand vous vivez avec une personne, la politique, c'est nécessairement une association de vision, une association de conviction. Et j'ai vécu avec mon aîné, le président le Congo, Kengo Adondo, comme dans une certaine complicité en politique. Et quand il a décidé de prendre sa retraite, moi aussi, en d'autres termes, j'ai pris ma retraite. Vous avez pris congé de lui, c'est ça? Non, je n'ai pas pris congé de lui parce qu'il restait toujours mon grand frère, mon aîné. Hein? Mais j'ai décidé de m'organiser et organiser plus les jeunes gens, les jeunes. Le parti que nous avons créé là, c'est le parti des jeunes. Et ils m'ont demandé de les encadrer et ils m'ont élu comme président national de leur parti. Mais vous êtes quand même resté silencieux depuis que vous avez quitté le ministère de la fonction publique. Vous suivez le processus électoral en cours, notamment l'opération d'enrôlement des électeurs. Qu'avez-vous constaté? Qu'est-ce que les élections, madame? Les élections, c'est l'expression de la volonté d'un peuple de se choisir des représentants qui doivent veiller à l'amélioration de son bien-être, à l'amélioration de ses conditions de vie. Et le processus électoral n'a comme objectif que de produire des représentants qui puissent aider la population à
s'épanouir, à se réaliser. Dans le cadre de ce processus électoral, nous avons commencé par l'enrôlement et l'identification des électeurs. Je considère que l'enrôlement, les opérations liées à l'enrôlement et à l'identification des électeurs constituent le point central de la vitalité de la démocratie. Et nous devons toujours faire très attention que cette opération d'enrôlement et d'identification se fasse correctement. Que cette opération ait les moyens de sa politique. Que cette opération ait des agents, des opérateurs rompus dans ce travail, de manière à ce que nous ne puissions pas arriver à une élection bâclée. À l'heure actuelle, on a fait un effort au niveau de la CENI, et la CENI a été aussi à l'écoute de la population qui a demandé qu'on puisse prolonger dans dans les différentes aires, n'est-ce pas, cette opération d'enrôlement. C'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir des choses très corsées quand il s'agit de préparer le point central de la vie d'un pays. Et le point central de la vie d'un pays, ce sont les élections. Les élections constituent la priorité de la vie nationale. Je suis content de ce qui a été fait. Il y a quelques erreurs, comme toute action humaine, elle est faite d'erreurs, mais je crois qu'on doit aller dans ce sens-là, être chaque fois à l'écoute des électeurs, à l'écoute de la population, de manière à ce que cette opération, ce processus électoral, soit le processus électoral de la population. Que ce ne soit pas le processus électoral de la CENI. La CENI n'est qu'un instrument, mais le grand bénéficiaire, le grand acteur des élections, c'est la population elle-même. Mais vous ne pensez pas que ces erreurs pourraient peut-être impacter la suite du processus électoral? Elles sont minimes, à votre avis? Mais c'est normal, les erreurs sont là, et quand les erreurs sont là, il faut les corriger. Donc, chaque action impacte, n'est-ce pas, l'objectif poursuivi. Mais quand les erreurs arrivent, qu'on ait la modestie, l'humilité d'être à l'écoute. Et vous pensez que la CENI est à l'écoute? Je crois. Je crois parce que la CENI avait donné un programme, des dates, et chaque fois, elle a eu à changer ces dates-là, et c'est bon. C'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, puisqu'on parle de la Commission électorale nationale indépendante qui a, dès le départ, évoqué les contraintes, notamment sécuritaires, logistiques, et actuellement, on parle beaucoup des contraintes financières. La Commission électorale nationale indépendante serait sous-payée, alors qu'elle attend cette année plus de 400 millions de dollars américains du gouvernement. À voir toute cette situation, vous dites quoi? On a négligé la préparation des élections? On ne peut pas réussir les élections sans argent. On ne peut pas demander à la CENI de réussir les élections
sans donner à la CENI les moyens de sa politique. Donc, les demandes de la CENI doivent être prises en considération. Si l'on veut, et tous nous voulons, que les élections se fassent de façon correcte, il faut les moyens. Mais qui bloque ou qu'est-ce qui bloque pour que la CENI n'ait pas les moyens comme elle s'est plaint dernièrement? La CENI est, en ce qui concerne le processus électoral, la CENI est en intelligence, travaille en intelligence avec le gouvernement. Les deux doivent se mettre ensemble pour que les élections se passent correctement. Il faut éviter que nous puissions produire des élections vaille que vaille, parce que la vitalité de la démocratie en dépend. Ok, la vitalité de la démocratie en dépend, mais professeur Michel, de plus en plus on entend de sources non officielles la possibilité de reporter les élections, notamment la cause serait la guerre dans l'est du pays. Si cela arrivait à se concrétiser, quelle option devrait être levée? Madame, les élections est une priorité inscrite dans la Constitution. Là, nous sommes tous d'accord. Mais cette priorité a des conditions. L'effectivité de cette priorité a des conditions. Quelles sont ces conditions? La paix. Sans paix, vous ne pouvez pas avoir les élections. Sans paix sur toute l'étendue du territoire national, nous ne pouvons pas avoir les élections. Nous sommes ici à Kinshasa. Prenons l'hypothèse que Kinshasa est agressée. Les gens ne savent plus bouger. Ils sont dans l'errance, comme aujourd'hui à l'est du pays. Comment est-ce que nous allons organiser ces élections à Kinshasa? Ça poserait un problème. Nous ne pouvons pas dire que, ok, la guerre, c'est à l'est, mais continuons les élections. Le programme des élections, non. Mais est-ce que vous êtes en train de soutenir le fait qu'il n'y ait pas la paix dans la partie est du pays? Ces sources officielles, non officielles, qui disent que la possibilité de report des élections serait en vue. Est-ce que vous êtes nous devons, madame, travailler d'arrache-pied. Et je me rends compte que le chef de l'État travaille d'arrache-pied par des négociations, par les forces armées, pour que cette guerre qui nous est imposée par les agresseurs, que nous puissions la gagner. Et si nous gagnons la guerre, nous aurons la paix. Et si nous avons la paix, nous aurons les élections. Mais de notre point de vue, il émerge au sein de l'opinion les slogans « Transition sans Tshisekedi », comme ce fut le cas entre 2015 et 2016 avec Joseph Kabila en cas de glissement. À l'opposition, par exemple, on soutient que si les élections n'ont pas lieu cette année, il faut mettre en place une courte transition qui serait dirigée par la société civile et sans les politiques, y compris Félix Tshisekedi. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets? Nous sommes dans un pays où nous sommes régis par une constitution. Et puisque nous sommes régis par une constitution, faisons de sorte que tout ce que nous voudrions faire entre en conformité avec la Constitution.
pourquoi nous devions nécessairement avoir une transition? Les élections, comme dit la Constitution, ça aura lieu le 23 décembre. En décembre 2023. Mais d'ici là, la CENI continue à travailler. D'ici là, le gouvernement continue à travailler pour qu'on puisse gagner cette guerre. Nous sommes encore à 9 mois des élections. Ce qui est important maintenant, c'est le gouvernement avec la CENI, que le gouvernement puisse donner à la CENI les moyens de sa politique, de manière à ce que la CENI prépare correctement les élections et le gouvernement continue, comme il le fait, à s'attaquer aux agresseurs de manière à ce que nous ayons la paix, et si nous avons la paix, nous aurons des élections. Donc pour vous, il n'y a pas opportunité de parler d'une sorte de transition sans Tshisekedi en ce moment? Nous sommes encore très loin, madame. Nous sommes à 9... Est-ce que vous croyez à la tenue des élections en décembre 2023? Moi, je crois que c'est possible. Alors, l'enrôlement des électeurs est toujours en cours, alors que la session de mars s'est ouverte au Parlement et les enjeux sont énormes parce qu'il faut, entre autres, examiner la loi sur la répartition de sièges d'ici à juin, au plus tard. Et il faut une volonté du gouvernement qui doit déposer la loi irrélative. Comment cela pourrait être possible alors que les électeurs de Rutshuru, des Nyiragongo, Masisi et des Kwamouth ne sont pas encore enrôlés? Mais les électeurs de Rutshuru, Masisi et Kwamouth ne sont pas encore enrôlés. Mais rien ne dit qu'ils ne seront pas enrôlés. Nous avons encore quelques mois où on peut s'organiser. C'est un problème de volonté politique. Et vous estimez que cette volonté y est pour que ces populations Oui, moi je crois enrôlées? que la volonté y est, madame. À 100%? Oui. Non, vous savez, en cette matière-là, il n'y a pas de mathématiques. Hein. La volonté, c'est la volonté. La volonté y est, madame. Comment peut-on répartir les sièges sans prendre en compte certaines entités? Mais pourquoi pas, on va répartir sans prendre en compte? Ce sont des Congolais comme nous. Ils seront là, on va prendre en compte. Est-ce qu'on peut lever l'option d'aller aux élections sans Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Kwamouth? Non. Madame, évitons ça. Évitons de donner l'occasion à ceux qui veulent la balkanisation. Évitons ça. Travaillons pour la cohésion nationale. Travaillons pour l'unité nationale. Les élections, ça se passera pour l'ensemble du territoire national. Et non, ce soit l'affaire de quelques provinces et que nous allons avoir des provinces de première zone et les provinces de seconde zone. Non. Il faut éviter ça. Entre organiser les élections sans les 4 territoires et faire un glissement, quel est le moindre mal selon vous? Je préfère, madame, qu'il y ait des élections pour l'ensemble du territoire national. Peu importe le temps que ça prendra? Oui. Parce que nous devons absolument consolider l'unité nationale. Même si on devrait aller au-delà de décembre? Oui. C'est-à-dire, ce serait un glissement? Madame, ce sont des mots. Vous pouvez les utiliser
en disant glissement. Le mot glissement est devenu mythique. La réalité, c'est protéger l'unité nationale, madame. Protéger la cohésion nationale, madame. Nous sommes presque un petit continent. Nous ne sommes pas un petit pays. Si nous commençons à oublier que ce qui nous lie entre nous, c'est la solidarité nationale, le pays va avoir des problèmes. De quelle manière? Nous allons avoir les élections pour l'ensemble du territoire national, madame. Nous devons avoir les élections pour l'ensemble du territoire national. Si on va avoir un retard, un report à faire, nous allons faire le report au nom de l'unité nationale, au nom de la solidarité nationale, au nom de la cohésion nationale. Au nom de la solidarité nationale, on peut accepter les glissements pour qu'on puisse enrôler les populations des territoires. Oui, je suis d'accord, madame. Je suis d'accord, parce que vous voulez bien le mot glissement. Hein? Mais, madame, ce qui est important, c'est que nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui se rendent compte que nous sommes avec eux, que nous n'allons pas les oublier. Madame, c'est très important pour la vie de la nation. Nous ne pouvons pas faire ça. Hein? De dire que, ok, faisons les élections sans Rutshuru, sans Massissi, sans l'Est. Ils sont habitués avec leur guéguerre là. Non, ce n'est plus le Congo, madame. Si nous sommes Congo démocratique, si nous sommes un seul pays, tout ce que nous devons faire, parce que les élections, c'est une activité centrale de la vie de la nation. Tout le peuple doit être ensemble pour organiser ces élections. Vous n'êtes plus aux affaires, c'est vrai. Vous êtes de l'Union sacrée pour la nation. Beaucoup soupçonnent le pouvoir de préparer une fraude électorale. Une fraude électorale. Pour preuve, on brandit notamment la découverte de matériel de la Commission électorale nationale indépendante auprès des privés. Que reste-t-il en termes de crédibilité de ces processus? Vous savez, madame, les soupçons sont toujours là. Je connais très bien notre pays. Les radios trottoirs, les soupçons, on vit de cela. Ceux qui ont fait, qui ont volé le matériel électoral, il y a des tribunaux pour ça, il y a la justice pour ça, et on s'occupe d'eux. Mais de là à dire que c'est un plan gigantesque où il faut absolument procéder à la fraude électorale, non, c'est un peu trop fort. Vous ne pensez pas que ça fragilise un peu ces processus, non? Ça fragilise, vous savez, il y aura toujours des gens qui vont vivre avec des antivaleurs, madame. Mais ce n'est pas une raison que nous puissions maintenant baisser les bras en se disant que, ok, il y a 2 ou 3 personnes, ils se sont mal comportés, qu'il faut maintenant sacrifier tout le processus électoral. Non. La commission électorale... La preuve, madame, okay, qu'on a découvert cela, c'est que les services de l'État s'en occupent. Si il y avait réellement cette volonté de frauder, ces services de l'État n'allaient pas étouffer cela. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a des fautes qu'il faut sanctionner. Mais de là, il ne faut pas dire que, ok, c'est un plan global de fraude électorale.
La Commission électorale nationale indépendante dit avoir enrôlé à ces jours 70% d'électeurs. Ce sont des chiffres non encore consolidés en attendant l'étape de dédoublage. Mais un rapport de la Senco de l'ECC fait état de plusieurs centres qui n'ont pas fonctionné, notamment à Bagata dans le Kwilu, Maluku à Kinshasa, Bolobo, Mouchi, Koutou dans les Maïndombe, ainsi qu'à l'Équateur. N'allons-nous pas droit vers le chaos électoral plus qu'en 2018? Mais madame, si on se rend compte qu'il y a des centres qui n'ont pas fonctionné et qu'on vérifie qu'effectivement ces centres n'ont pas fonctionné, mais on fait de sorte que on puisse modifier. Ce sont des erreurs humaines, des manquements humains. Mais de là, dire que, puisqu'il y a eu des centres qui n'ont pas fonctionné, automatiquement, nous allons vers la dérive. Non. Donc vous pensez que nous allons droit vers les élections, mais des élections crédibles, transparentes et apaisées? Chaque jour, madame, il faut préparer la crédibilité des institutions, la crédibilité des élections, en étant à l'écoute des réclamations des uns et des autres. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais faut-il s'attendre à des élections dont les résultats seront conformes? Mais bien sûr, madame. On ne va pas organiser les élections pour que les résultats soient des résultats bâclés. Non. Il faut éviter qu'on arrive à ça. Et pour éviter cela, il faut veiller à ce que les erreurs qui sont commises, qu'on puisse les sanctionner. S'il y a des manquements qui ont été faits, on corrige. Mais quelles sont les recommandations que vous pouvez adresser à la Commission électorale nationale indépendante ou au gouvernement pour la bonne tenue de ces élections? Être à l'écoute de la population. Parce que, madame, les élections, c'est une activité centrale de la population. Le souverain primaire, c'est la population. Et le souverain primaire ne parle qu'une fois tous les 5 ans. Par conséquent, quand on organise ces élections, il faut l'écoute. Ceux qui sont à la commission, à la CENI, comme ceux qui sont au gouvernement, ce sont des êtres humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. De manière à ce que, quand les erreurs sont commises, on puisse rectifier le tir. Alors, depuis 4 ans, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Comment évaluez-vous sa gouvernance? Depuis 4 ans, le président de la République, ce que j'ai retenu et ce que je retiens du président de la République, c'est sa volonté de préserver l'unité nationale. Cette volonté de laisser le Congo un, je le félicite. Parce que madame, ce n'est pas facile d'être le Congo. Ce n'est pas facile, madame, de faire ce que fait aujourd'hui le président Tshisekedi. Nous sommes au centre de la convoitise générale, madame. Et avoir un chef de l'État, un contre tous, pour dire que je me bats pour mon pays. Il faut avoir le courage, madame. Et je dois le saluer. Et à ce stade, que diriez-vous de son bilan, positif ou négatif? Pardon? Que diriez-vous de son bilan, positif ou négatif?
Madame, vous n'allez pas faire un bilan de quelqu'un qui n'a pas encore terminé son mandat. Nous aurons le bilan du président Tshisekedi au bout de ces 5 ans. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire. Non, maintenant, non. Maintenant, on ne va pas faire un bilan pendant le processus. Non, on ne fait pas un bilan comme ça. Le bilan, nous allons l'avoir à la fin de ce mandat. Mais son mandat touche à sa fin presque. Le mandat touche à sa fin, vous le dites vous-même, mais le mandat n'est pas encore fini. Attendons, quand on termine, n'est-ce pas, le mandat, vous allez m'inviter et je vais vous dire, voici ce que j'ai pu voir pendant ce mandat du président Tshisekedi. Ce serait avec plaisir. Hein? Oui. Votre mot de la fin? Je vous remercie, madame, pour cette opportunité que vous m'offrez. Mon mot de la fin, c'est élection et la paix. Les élections ne peuvent s'organiser sans la paix. Et pour que cette condition incontournable qui est la paix puisse s'instaurer, nous devons nous battre, madame, contre les agresseurs. Nous devons, madame, acquérir la puissance du feu pour que nous puissions préserver les vies humaines de nos populations. Et si nous sommes capables, nous réussissons à la fois par la négociation et par le revolver. Il faut aller aux négociations, le revolver à la main, pour que nos populations soient protégées. Et quand nos populations sont protégées, ces populations peuvent, comme toutes nos populations, aller aux élections. Je ne peux pas accepter qu'il y ait une portion de la population congolaise ne puisse pas aller aux élections parce que cette population, et particulièrement celle de l'Est, vit dans l'insécurité, vit dans la misère de la guerre. Voilà, madame. Professeur Michel Bongongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. C'est un plaisir pour moi. Merci. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.